Nous sommes toujours en direct des rencontres économiques d'Aix-en-Provence et nous avons le plaisir de recevoir Carole Delga, la présidente de la région Occitanie. Bonjour Carole. Bonjour. Avec César Armand qui va m'accompagner de la tribune. Bonjour César. Peut-être on voudrait vous interroger pour commencer sur les événements très graves qui sont passés en France et la façon dont vous les avez vécus. D'abord dans votre région, il y a eu des émeutes dans toute la France. La carte commence à circuler. Elle est assez différente de celle des Gilets jaunes et elle pose vraiment question sur la cohésion sociale, la façon dont notre pays peut sortir finalement d'une situation qui potentiellement quand même pourrait être assez grave à long terme, notamment pour l'image du pays à l'étranger. Comment est-ce qu'on arrive? L'ordre semble être un peu revenu, le calme semble être un peu revenu, mais le feu couve toujours sous la cendre. Oui, je crains en effet que le feu couve, parce que même si ma région a été relativement épargnée par rapport à d'autres régions, mais en tant que présidente de région de France, j'ai pu échanger avec tous les autres présidents de région et j'ai pu pleinement mesurer la gravité de ces émeutes. Tout cela traduit quand même un sentiment d'inquiétude, un sentiment d'injustice qui est très très fort dans notre pays, parce que nous avons eu le mouvement des Gilets jaunes, ensuite une mobilisation exceptionnelle sur la réforme des retraites et maintenant les émeutes. Alors ce ne sont pas toujours les mêmes personnes qui manifestent, mais c'est la démonstration qu'il y a un profond sentiment d'injustice dans ce pays. Et donc il faut réconcilier les citoyens entre eux, réconcilier les citoyens avec les forces de l'ordre, avec les institutions, et bien entendu ne jamais accepter la violence. Donc tout d'abord, ma position, c'est de rappeler mon soutien total, bien entendu, à la question de l'autorité, que nous ne pouvons jamais expliquer ou justifier la violence, mais que nous devons amener des vraies solutions pour cette population qui se sent soit abandonnée, soit un vrai sentiment d'injustice avec une France avec deux vitesses. Et alors dans ces solutions, il y a quand même la question de l'éducation, de la formation qui revient au premier plan. Est-ce que vous avez là-dessus commencé à réfléchir, y compris avec vos différents collègues des régions, parce que c'est des sujets, la réforme des lycées professionnels qui est en train d'arriver. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour arriver à remettre tous ces jeunes, j'allais dire, à les inciter à aller traverser la rue pour travailler? Alors, en tant que présidente socialiste, je pense que nous devons avoir une révolution éducative. S'il y a un seul endroit où il faut faire une révolution, c'est dans l'éducation, parce qu'aujourd'hui, l'éducation ne permet plus de prendre l'escalier de la réussite. Donc, très concrètement, il faut avoir plus de temps éducatif et il faut avoir mieux de temps éducatif. Donc, revenir sur la semaine de 4 jours et demi, mieux former nos enseignants, avoir une formation réellement à partir du bac+3 de 2 ans, et le plus de temps éducatif, c'est pour des activités culturelles, pour connaître aussi réellement les métiers, pour avoir des pratiques sportives. Et puis là, l'ensemble des présidents de région, ce que nous demandons, c'est que ce soit les régions qui fassent l'orientation, c'est-à-dire le lien entre le monde de l'entreprise et le monde éducatif, que ce soit les régions qui le fassent. Et ce que nous aussi nous demandons, tous les présidents de région, c'est d'arrêter le triptyque formation initiale, formation continue, formation des demandeurs d'emploi. Cela n'a plus aucun sens avec plusieurs aspirations sociétales, c'est-à-dire d'avoir plusieurs métiers dans une vie. Donc on doit avoir des formations très différentes tout au long d'une vie, et la formation continue se rapproche de plus en plus de la formation initiale. Et ensuite, nous avons des nouveaux métiers dans notre pays, liés à la réindustrialisation pour avoir une souveraineté, et puis liés également aux métiers verts par rapport à la transition écologique et énergétique. L'industrie verte, ce projet de loi, le gouvernement table sur 40 000 emplois nets créés d'ici à 2030. Vous pensez que c'est tenable? Vous pensez que toutes ces personnes seront employables? Parce que parfois on entend aussi qu'ils ne seront pas forcément faits pour le marché de l'emploi. Moi, je pense qu'en effet, il faut investir massivement dans la transition écologique et énergétique, et ce chiffre de 40 000 emplois est tout à fait atteignable, mais à condition déjà qu'on arrête de créer des normes sur les normes, et ensuite, à ce moment-là, il faut donner beaucoup plus de flexibilité dans la formation, parce que sur ces nouvelles compétences, il faut être plus réactif, c'est-à-dire savoir faire des formations à l'intérieur des entreprises, savoir utiliser aussi les lycées professionnels, en donnant bien sûr les savoirs de base qui sont nécessaires, mais en étant plus au contact de la réalité des métiers. Et puis, je pense que nous devons investir
et dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables, et l'un ne va pas sans l'autre. Et nous devons aussi simplifier la question de l'implantation de nos entreprises localement, parce qu'on a maintenant un droit de l'urbanisme et une certaine technocratie qui corsette complètement l'implantation de nos entreprises dans les territoires ruraux ou de montagne. Vous avez le dernier lycée vraiment d'entreprise avec Airbus en Occitanie. Est-ce qu'il faut que les entreprises créent à nouveau des lycées en ce sens pour accompagner la réindustrialisation ? Avec Airbus, nous travaillons vraiment en très très bonne intelligence et nous avons en effet besoin de développer de nouveaux systèmes de formation. Et c'est pourquoi j'insiste, il faut que les régions aient beaucoup plus de missions, beaucoup plus de pouvoirs pour connecter l'éducation nationale avec le monde de l'entreprise. Parce que localement, en fait, on trouve les solutions. Quand on veut tout régler dans des bureaux parisiens, en fait, on se heurte à une rigidité et à une technocratie. Quand on est sur le terrain, on doit trouver les solutions pour que les gens aient un emploi, pour qu'ils aient un logement et pour qu'ils puissent se déplacer. Et pourquoi on continue à siloter là, avec la loi France Plein Emploi, France Travail, on va avoir encore l'accompagnement des demandeurs d'emploi par les départements? Oui, mais alors là, on est vraiment sur une segmentation qui est très préjudiciable. Moi, je pense qu'il faut donner plus de pouvoir localement et au préfet de région et bien sûr également au président de région. Mais on doit également donner plus de simplicité pour la construction de nos entreprises, en respectant bien sûr les objectifs du zéro artificialisation nette, c'est-à-dire avoir une densification. Et sur la question aussi du logement, il faut donner plus de pouvoir aux intercommunalités ou dans les territoires très ruraux, aux départements. La loi Industrie verte qui est aujourd'hui en discussion au Parlement, votée au Sénat, va s'appliquer. Vous évoquez le fait qu'effectivement, ce sont dans les territoires, dans le local finalement, qu'on va réussir cette grande transition écologique. Comment vous espérez profiter, vous-même, dans votre région, des opportunités de cette transition? Est-ce qu'il y a déjà des initiatives à l'œuvre et comment la région accompagne les projets qui sont en train de naître un peu partout, de gigafactory, d'énergie nouvelle, etc. Alors la région Occitanie, c'est 42 000 nouveaux habitants, c'est donc 24 000 emplois à créer, parce que c'est une population jeune qui arrive sur l'Occitanie, 24 000 emplois à créer par an pour que le chômage n'augmente pas. Donc ma stratégie, elle est simple, c'est m'appuyer sur mes 3 piliers traditionnel, l'aéronautique, et nous soutenons beaucoup l'avion vert. C'est le taxi électrique 5 places qui va être commercialisé dans moins de 2 ans. C'est l'avion électrique 19 places d'ici 5 ans, construit en Occitanie. La question du tourisme, un tourisme durable, un tourisme qui fait connaître mer et montagne sur toutes les saisons. Bien sûr, l'agroalimentaire et l'agriculture, en maintenant la valorisation de nos ressources locales, de nos produits locaux, de nos productions locales sur place, et que ça n'aille pas se transformer à l'autre bout de l'Europe ou de la planète. Et puis nous avons beaucoup investi la question des énergies renouvelables avec l'hydrogène, et j'ai posé la semaine dernière la première pierre de l'usine, la première usine d'hydrogène vert qui est en train d'être construite sur Port-la-Nouvelle, et également toute la filière des biomédicaments que j'ai souhaité développer, c'est-à-dire faire que nos 3 piliers rentrent pleinement dans la transition écologique et énergétique, et diversifier sur la question des énergies renouvelables et aussi les biomédicaments pour retrouver une souveraineté industrielle, mais aussi une souveraineté énergétique et sanitaire. L'hydrogène, il y a encore ce matin, la directrice générale d'Engie, Catherine MacGregor, regrettait qu'il n'y ait pas de vision partagée en Europe sur ce sujet. Est-ce que c'est aussi un regret que vous partagez ? C'est-à-dire, je regrette qu'il n'y ait pas une vraie politique énergétique européenne. Parce que nous devons être conscients que l'énergie, c'est une question de quantité, mais c'est une question aussi de coût. Et si nous voulons avoir des entreprises compétitives, il faut pouvoir la fournir dans la bonne quantité au bon moment et à un coût acceptable par rapport en particulier aux politiques qui sont quand même très favorables pour les entreprises américaines dans le cadre de l'IRA, ou face à un développement économique pour les entreprises chinoises qui est particulièrement agressive quand même. Voilà. Carole Delga, on va terminer cette interview, mais on ne pouvait pas ne pas vous poser la question. On parle beaucoup de vous quand même aujourd'hui comme des talents de la gauche.
Vous avez participé à pas mal de réunions en ce moment. Alors, il y a Bernard Cazeneuve, il y a vous. Comment est-ce que vous abordez, vous, ces 4 prochaines années? Est-ce que vous avez envie de réfléchir à un projet pour le pays? Est-ce que le fait d'être présidente d'une région dynamique, engagée dans la révolution écologique, fait de vous une candidate potentielle à la présidence de la République? Je suis engagée, oui, pour mon pays, pour un projet national qui soit de gauche, parce que je ne me résous pas à la montée de l'extrême droite, à une présentation, on aurait tout essayé, alors pourquoi ne pas essayer la famille Le Pen? Et je ne me résous pas à cette société de l'affrontement, de la France à 2 vitesses. Et donc, oui, je prendrai ma part, je suis pleinement engagée pour ma région, bien sûr, mais aussi pour mon pays. Et vous trouvez qu'elle va comment, la gauche, que vous pourriez incarner aujourd'hui? Je trouve qu'elle a beaucoup de talent et surtout elle a beaucoup d'envie. Mais elle a beaucoup de division aussi. Oui, mais on va travailler. Comment la rassembler? On la rassemble en travaillant. C'est le travail qui rassemble de façon constante dans l'histoire des idées, dans l'histoire industrielle. Si elle a perdu les dernières élections, c'est qu'elle n'avait pas assez travaillé? Oui, tout à fait. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Nous n'avions pas assez travaillé, en particulier au sein du Parti socialiste. Et donc maintenant, nous sommes de nombreux socialistes, de nombreux hommes et femmes de gauche qui travaillons avec ambition, mais avec pragmatisme, sans aucun dogmatisme et en pensant profondément que c'est en réconciliant les gens et en conciliant les enjeux et sociaux et écologiques que nous pouvons faire gagner la France et donc gagner des élections. Très bien, merci d'être venu nous voir, Merci. Carole Delga. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.